Saviez-vous qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a traversé un processus de dénazification qui, en pratique, s'est avéré bien plus rapide et moins rigoureux que ce que l'on pourrait imaginer? Comment un régime aussi brutal a-t-il pu se réinsinuer aussi facilement dans tous les secteurs de la société? Et qu'est-il réellement advenu des anciens nazis qui, en un clin d'œil, ont retrouvé des positions de pouvoir en Allemagne de l'Ouest? Mais comment cela a-t-il été possible? La réponse dépasse de loin ce que vous pourriez penser. Les Alliés, qui avaient promis d'éradiquer définitivement le nazisme, ont fini par privilégier la reconstruction de l'Allemagne et, d'une certaine manière, ont fermé les yeux sur leurs propres engagements moraux. Saviez-vous que la guerre froide a joué un rôle fondamental dans ce processus? De nombreux anciens membres du régime nazi ont été recrutés pour contribuer à la lutte contre le communisme. Comment cela a-t-il affecté la société allemande dans les décennies qui ont suivi? Dans cette vidéo, nous allons explorer le processus de dénazification de l'Allemagne en profondeur et sans détour. Comment un pays dévasté par la guerre, marqué par la terreur du nazisme, a-t-il dû prendre des décisions difficiles et souvent controversées? Restez avec nous pour comprendre comment l'histoire d'une nation empreinte de brutalité s'est transformée en l'un des plus grands paradoxes de l'histoire moderne. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de la dénazification rapide de l'Allemagne? Mais avant tout, dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez cette vidéo. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, le pays a affronté l'un des processus de restructuration les plus complexes de l'histoire moderne. La dénazification fut l'un des piliers centraux de l'occupation alliée et visait à éradiquer les influences du régime nazi tout en démantelant ses institutions. Ce processus, qui a débuté avec la division de l'Allemagne et l'occupation par les puissances alliées, a mené à la dissolution du parti nazi et à la tentative de reconstruire la société allemande en éliminant ses bases idéologiques. Cependant, la dénazification ne s'est pas déroulée de manière uniforme ni totalement efficace, en grande partie en raison de l'intervention politique et des pressions exercées par la guerre froide, ce qui a facilité la réintégration d'anciens nazis dans diverses sphères de la société allemande, un facteur clé pour comprendre la rapidité du processus. Après la reddition inconditionnelle de l'Allemagne en mai 1945, le pays fut divisé en 4 zones d'occupation, l'une contrôlée par les États-Unis, une autre par le Royaume-Uni, une troisième par l'Union soviétique et la dernière par la France. Chacune de ces puissances alliées avait sa propre vision de la dénazification, ce qui a engendré des différences dans les approches et les résultats obtenus. Dans les secteurs occidentaux, les Alliés visaient à démanteler complètement le régime nazi, éliminer ses institutions et restructurer la société allemande autour des principes de la démocratie libérale. Cependant, dans certaines zones comme celle sous contrôle soviétique, l'objectif n'était pas seulement de détruire le nazisme, mais également d'établir un ordre socialiste en remplacement du système capitaliste et nazifasciste. Ces différences d'approche, combinées au contexte de la guerre froide, ont influencé les orientations de la dénazification, avec une priorité donnée à la rééducation et à la réconciliation dans l'Ouest, et à une transformation idéologique plus rigoureuse dans l'Est. L'impact de cette division s'est directement reflété dans la vitesse d'exécution du processus de dénazification dans chaque zone. Dans la zone soviétique, où les soviétiques ont imposé un régime de parti unique et une idéologie socialiste, l'élimination du parti nazi fut plus approfondie, mais également accompagnée de la suppression d'autres forces politiques et d'une persécution intense des anciens nazis. Dans la zone occidentale, la nécessité de stabiliser l'Allemagne et son économie, afin d'intégrer le pays dans la sphère d'influence occidentale et de contrer l'avancée du communisme, a poussé les puissances occidentales à adopter une approche plus pragmatique. De nombreux anciens nazis furent rapidement réintégrés dans des fonctions publiques, ce qui a accéléré la reconstruction du pays mais affaibli l'objectif initial de la dénazification. Cette division a également engendré une disparité dans le jugement des crimes de guerre. Les procès de Nuremberg, établis pour juger les principaux dirigeants nazis, étaient un effort conjoint des Alliés, mais chaque puissance a suivi des stratégies différentes dans ses zones respectives. En Allemagne de l'Ouest, les tribunaux de dénazification furent moins rigoureux au fil du temps, et les classifications de culpabilité furent réalisées en tenant compte des besoins pratiques de la reconstruction. Cela a engendré une méfiance mutuelle entre les puissances et des mesures favorisant la stabilité politique et économique plutôt qu'une purification idéologique stricte. Pendant cette période de division, les puissances alliées ont tenté de créer de nouvelles institutions et de promouvoir un processus de rééducation politique et sociale. Cependant, la division de l'Allemagne a compliqué la construction d'une identité nationale unifiée et l'établissement d'un consensus sur la signification du nouvel État. Malgré les efforts éducatifs, l'ancienne garde d'officiers et de politiciens liés au régime nazi est restée influente, notamment dans l'administration publique,
retardant ainsi l'élimination totale des pratiques et idées nazies. Enfin, la division du pays n'a pas seulement influencé la rapidité et les méthodes de la dénazification, mais elle a également posé les bases de la future réunification de l'Allemagne, avec l'Ouest se concentrant sur la reconstruction démocratique et l'Est adoptant un modèle socialiste. Ce conflit idéologique se reflétera dans les décennies suivantes, lorsque les effets de la dénazification seront plus visibles à l'Ouest, mais plus tardifs à l'Est, où le processus a été plus profond et idéologique, mais également plus répressif. Juste après la victoire contre le régime nazi, les puissances alliées ont commencé à mettre en œuvre des mesures pour éradiquer les structures nazies et leurs idéologies. Le processus de dénazification visait à démanteler les organisations associées au régime, comme le Parti national-socialiste, les SS, la Gestapo et la SA, ainsi qu'à responsabiliser les dirigeants pour leurs crimes. Initialement, les Alliés ont créé des tribunaux et des commissions pour juger les actions des nazis et déterminer qui devait être écarté de la vie publique. Pour ce faire, une classification des membres du parti a été établie, allant de A, les plus coupables, à E, les moins impliqués, avec des sanctions variant selon la gravité de leur lien avec le régime. Cependant, la mise en œuvre de cette classification n'a pas été exempte de problèmes. La complexité du système et le manque de personnel pour évaluer chaque cas de manière adéquate ont conduit à des lacunes significatives. La classification en plusieurs catégories a suscité de nombreuses critiques, notamment parce que de nombreux anciens nazis ont été classés comme non coupables ou seulement légèrement impliqués, leur permettant ainsi de réintégrer la société. De plus, de nombreux Allemands ordinaires, contraints d'adhérer au régime pour diverses raisons, ont échappé aux sanctions les plus sévères. L'application des lois de dénazification dans les premières années a été désorganisée et n'a pas réussi à éliminer complètement les structures qui soutenaient le nazisme. Bien que le processus de dénazification ait été une priorité pour les Alliés, la nécessité de reconstruire rapidement et efficacement l'Allemagne a conduit à un assouplissement des sanctions. La pénurie de travailleurs qualifiés et le besoin de restaurer les institutions publiques et l'économie ont entraîné la réintégration de nombreux anciens membres du Parti national-socialiste à des postes importants. Cela s'est produit non seulement parce que la reconstruction du pays était essentielle pour sa stabilisation, mais aussi en raison d'une vision pragmatique des Alliés, qui cherchaient un gouvernement fonctionnel en Allemagne de l'Ouest pour aider à la reconstruction d'après-guerre et à la lutte contre l'avancée du communisme. Le fait que les anciens nazis aient rapidement réintégré l'administration publique et le système éducatif reflétait le besoin d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions en période de crise. Avec la reconstruction économique et politique au centre des priorités, la dénazification a été considérée comme un processus nécessaire, mais secondaire par rapport aux défis les plus urgents de l'époque. De nombreux anciens nazis, en particulier les fonctionnaires de rang inférieur, ont pu reprendre leurs fonctions, ce qui a permis aux anciens piliers du régime de rester influents. En outre, la reconstruction a été fortement influencée par la nécessité d'éviter le chaos et de garantir la stabilité sociale. Cela signifiait que l'intégration des anciens nazis et l'élimination de leurs idéaux se faisaient de manière progressive, souvent, superficielle. Cela était particulièrement évident dans l'utilisation d'anciens fonctionnaires publics et dans le maintien des structures administratives dans diverses sphères du gouvernement et de l'industrie. L'idée que l'Allemagne devait se redresser rapidement a conduit à une amnistie tacite pour beaucoup de ceux qui s'étaient compromis avec le régime nazi, rendant le processus de dénazification bien moins rigoureux qu'initialement prévu. La dénazification en Allemagne de l'Ouest a impliqué une série de lois et de décrets visant à purger la société des influences du régime nazi. L'une des plus importantes a été la loi de dénazification, instituée par l'administration militaire des Alliés. Cette loi prévoyait le retrait des anciens nazis des fonctions publiques et l'élimination des idéologies nazies dans divers secteurs de la société, notamment le gouvernement, l'éducation, la justice et les forces armées. Cependant, comme le pays était encore en cours de reconstruction, de nombreux anciens nazis ont conservé leur poste ou ont été promus, en partie en raison de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et du besoin de stabilité. Le processus légal d'éviction des nazis s'accompagnait d'une analyse judiciaire, où les anciens membres du Parti national-socialiste étaient évalués en fonction de leur participation au régime. Cependant, le système de classification adopté par les Alliés a abouti à une application incohérente des lois de dénazification. La catégorie A, qui incluait les membres les plus impliqués dans le régime, a été appliquée de manière restrictive, avec seulement une minorité réellement punie sévèrement. La majorité des anciens nazis a été classée dans les catégories B et C, leur permettant d'éviter des sanctions rigoureuses. Cela a effectivement facilité la réintégration de nombreux anciens membres du régime nazi dans la société allemande. En outre,
il y a eu un certain degré d'amnistie pour ceux qui avaient occupé des fonctions mineures ou n'avaient pas été directement impliqués dans les crimes de guerre, ce qui a provoqué une frustration significative parmi les Alliés et le peuple allemand, qui espérait plus de justice. Avec le temps, la pression des États-Unis et du Royaume-Uni pour une purification plus approfondie s'est atténuée, notamment avec l'avancée de la guerre froide. La nécessité de garantir la stabilité de l'Allemagne de l'Ouest et d'empêcher l'expansion du communisme a conduit les Alliés à accorder plus de liberté aux anciens nazis pour se réintégrer, en particulier dans des domaines tels que l'administration publique et les industries. À mesure que la guerre froide s'intensifiait, les priorités stratégiques ont considérablement changé. La reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest est devenue un élément fondamental de la lutte contre le communisme, en particulier après la formation de la République fédérale d'Allemagne en 1949. Dans ce contexte, la dénazification a été perçue par beaucoup comme un obstacle au renforcement de la nouvelle Allemagne de l'Ouest. Afin d'éviter la fragmentation du pays et de garantir que l'économie et les institutions politiques fonctionnent correctement, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a eu recours à la réintégration de nombreux anciens nazis dans les sphères de pouvoir et d'influence. Dans de nombreux cas, ces anciens nazis ont occupé des postes clés, non seulement au sein du gouvernement, mais également dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie et l'éducation. Cela s'est produit pour deux raisons principales, le manque de personnel technique qualifié, puisque beaucoup avaient été impliqués dans l'effort de guerre ou étaient morts, et la crainte que l'Allemagne de l'Ouest ne succombe à l'influence soviétique si la reconstruction était affectée. En conséquence, de nombreux anciens nazis, même avec un passé compromettant, ont pu se réintégrer dans la société et jouer un rôle clé dans la reconstruction du pays. Cette réintégration rapide des anciens nazis a provoqué une grande controverse, tant en Allemagne qu'à l'étranger. Beaucoup ont estimé que les Alliés n'avaient pas tenu leur promesse de purifier la société allemande, tandis que d'autres ont soutenu que la priorité devait être la reconstruction et non la persécution des anciens membres du régime. Le pragmatisme des Alliés face à la guerre froide et aux exigences de la politique internationale a conduit à une approche plus flexible de la dénazification, ce qui a permis aux racines du nazisme de continuer à s'infiltrer dans diverses sphères de la vie publique. À mesure que la guerre froide progressait, l'Allemagne de l'Ouest est devenue un champ de bataille symbolique et stratégique entre les blocs occidental et oriental. La nécessité de consolider l'Allemagne de l'Ouest en tant que puissance économique et politique dans le camp occidental est devenue une priorité centrale pour les Alliés. Ainsi, la dénazification a été perçue comme un processus devant être accéléré ou minimisé afin de garantir la stabilité sociale et la reprise économique. La division du pays entre deux puissances idéologiques, l'Allemagne de l'Ouest capitaliste et l'Allemagne de l'Est socialiste, a abouti à une politique pragmatique visant à intégrer l'Allemagne de l'Ouest dans le monde occidental, tout en évitant des tensions internes susceptibles de fragiliser le nouvel État. Au cours des années qui ont suivi la création de la République fédérale d'Allemagne en 1949, le gouvernement occidental a concentré ses énergies sur la revitalisation de l'économie et la reconstruction des infrastructures, un processus connu sous le nom de miracle économique allemand. Cette croissance économique et la reconstruction des villes nécessitaient une base stable, et de nombreux anciens nazis, en tant qu'administrateurs, professeurs d'université et techniciens, ont été essentiels à ce processus. En outre, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sous la direction de Konrad Adenauer, a préféré se concentrer sur l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'économie mondiale et les alliances politiques, telles que l'OTAN, plutôt que d'insister sur un processus de purification idéologique approfondi, considéré comme un risque pour la reconstruction et la stabilité. Ce pragmatisme a conduit à une ambiguïté morale significative. D'une part, il y avait une acceptation tacite que la reconstruction de l'Allemagne nécessitait l'utilisation des ressources humaines disponibles, y compris de nombreux anciens nazis. D'un autre côté, cette réintégration a généré des frustrations, tant en Allemagne, où de nombreux citoyens attendaient une réparation appropriée pour les crimes du régime, qu'au sein des pays alliés, qui ont vu d'un mauvais œil la réintégration de figures de l'ancien régime. De nombreux anciens nazis ont commencé à occuper des positions influentes dans des domaines tels que l'industrie, le système éducatif et la politique, souvent sans contrôle public adéquat sur leurs actions durant la période nazie. La situation s'est encore aggravée avec le climat politique de la guerre froide, lorsque les États-Unis et leurs alliés ont commencé à voir les anciens nazis comme des alliés utiles dans la lutte contre l'avancée du communisme. Pendant les décennies de 1950 et 1960, la nécessité de combattre l'influence soviétique et l'idéologie communiste a conduit à la réintégration de nombreux anciens membres des forces armées et des services de renseignement nazis. L'utilisation d'anciens nazis dans des secteurs stratégiques, tels que la création de services de renseignement et la défense nationale, a généré un paradoxe historique où la lutte contre le communisme était, en partie,
alimentée par la collaboration avec d'anciens membres du régime nazi. La réintégration de ces anciens nazis n'est pas passée inaperçue auprès de la population. De nombreux Allemands, en particulier les plus jeunes, ont commencé à remettre en question le processus de dénazification et la manière dont le passé nazi avait été traité. Au cours des décennies suivantes, divers scandales et enquêtes ont révélé que des figures clés du régime nazi avaient été réintégrées sans jugement adéquat. Cela a conduit à un mouvement croissant pour plus de transparence et une réévaluation critique du passé, culminant dans une renaissance du débat sur la mémoire historique du nazisme dans les décennies de 1960 et 1970. Malgré les échecs du processus de dénazification et les tensions résultant de la réintégration d'anciens nazis, l'Allemagne de l'Ouest a réussi, en effet, à s'établir comme l'une des économies les plus fortes et démocratiques de l'après-guerre. La dénazification rapide à l'Ouest, accélérée par la nécessité de la reconstruction et les défis géopolitiques imposés par la guerre froide, s'est révélée, en fin de compte, un processus complexe, contradictoire et souvent motivé politiquement. Cependant, les conséquences de cette approche pragmatique concernant l'héritage du nazisme se sont reflétées au fil du temps, affectant les générations futures, qui ont commencé à remettre en question la véritable profondeur de la dénazification qui avait eu lieu après 1945. En revanche, en Allemagne de l'Est, sous le régime socialiste de la République démocratique allemande, la dénazification a été plus rigoureuse et idéologique. La direction communiste a traité ce processus comme faisant partie d'un effort visant à construire un nouvel État socialiste et à combattre les influences du fascisme. Bien que ce processus ait été plus exhaustif en termes de purification idéologique, la répression politique au sein de la République démocratique allemande a également imposé ses propres formes de contrôle et d'omission sur le passé, se concentrant dans de nombreux cas davantage sur l'élimination des vestiges du fascisme que sur la recherche de justice pour les victimes. Ce contraste entre les deux Allemagnes illustre non seulement les différentes approches de la dénazification, mais également les défis auxquels l'Allemagne a été confrontée pour gérer l'héritage d'un régime brutal et totalitaire. La réintégration rapide des anciens nazis en Allemagne de l'Ouest, combinée à la construction d'un nouvel État démocratique et capitaliste, contrastait avec la tentative de rééducation et de contrôle idéologique en Allemagne de l'Est, et les deux processus ont démontré les tensions complexes entre la reconstruction et la justice. Et vous ? Pensez-vous que l'Allemagne s'est réellement débarrassée du nazisme ou l'a simplement dissimulé sous une nouvelle façade? Laissez votre réponse dans les commentaires. Le processus de dénazification de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale a été marqué par une série de contradictions et de défis. Initialement, les puissances alliées, en particulier les États-Unis, ont cherché à éradiquer les structures du régime nazi et à transformer la société allemande, mais la nécessité urgente de la reconstruction, la guerre froide et le manque de ressources humaines qualifiées ont conduit à une réintégration rapide des anciens nazis dans divers secteurs de l'administration et de la vie publique. L'absence d'une application cohérente des lois de dénazification, conjuguée au pragmatisme des puissances occidentales, a permis à de nombreux anciens nazis de revenir au pouvoir, ce qui a entraîné un processus de dénazification inachevé. Ce fait est devenu encore plus évident avec le temps, lorsque les citoyens et les générations suivantes ont commencé à interroger les engagements moraux de la reconstruction et les façons dont le régime nazi a été traité après sa chute. L'Allemagne de l'Ouest, tout en se reconstruisant en tant qu'État démocratique et capitaliste, a dû affronter l'héritage idéologique du nazisme, mais a également reconnu la nécessité de faire des concessions pour garantir la stabilité politique et économique. La réintégration des anciens nazis a donc été un processus douloureux et, dans de nombreux cas, nécessaire pour surmonter les défis de la guerre froide. En même temps, l'Allemagne de l'Est a suivi une approche plus rigide, basée sur l'idéologie socialiste, mais a également fait face à ses propres contradictions, la répression politique remplaçant la purification morale. Ainsi, le chemin de l'Allemagne après-guerre a été marqué par une danse complexe entre la reconstruction et la confrontation avec un passé qui, bien que largement nié ou étouffé, n'a jamais été totalement surmonté. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. À bientôt.